Donc bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce rendez-vous santé-sécurité numéro 3, dans lequel nous allons aborder le risque routier professionnel. Donc je suis Vincent Garneau, je suis chargé de projet santé-sécurité à la Chambre de commerce Oc- Occitanie. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné de ma collègue Valérie Vinet, qui fait partie de la Chambre de commerce d'industrie du Tarn. Donc, avant tout, je souhaite remercier donc, notre partenaire, donc la DRETS Occitanie, qui est partenaire en fait sur ces webinaires, et l'ensemble des acteurs du PRST et les gens qui ont participé à l'élaboration de ce dernier. Donc, dans ce troisième webinaire, donc, qui s'inscrit dans le cadre des journées de la sécurité routière au travail, donc, on a choisi de parler du risque routier professionnel et donc qui va être décliné en trois volets. Donc, comprendre, évaluer et agir. Donc, on va voir dans une première partie tout ce qui est définition du risque routier, des chiffres clés, un rappel sur les aspects réglementaires. Ensuite, on a la chance d'avoir deux témoignages d'entreprise voilà, qui vont présenter les actions qu'ils ont mis en place justement pour prévenir ce risque. Donc, on a deux entreprises qui sont du secteur du transport routier, mais voilà, la majorité des actions qu'ils vont vous présenter, elles sont duplicables sur, bien sûr, d'autres entreprises. Et puis, on conclura sur voilà, tout ce qui est méthodologie et outils à votre disposition. Et puis le dernier temps, ça sera un temps qui sera consacré aux questions-réponses. Donc on prendra vos questions. Donc pour cela, vous n'hésitez pas à les inscrire au fil de l'eau dans l'espace conversation. On aura aussi un sondage qu'on va vous administrer. Donc c'est juste un QCM à répondre en ligne. On partagera les résultats avec vous. C'est voilà, pour commenter un petit peu où est-ce que vous en êtes et connaître le profil de vos entreprises. Voilà, donc, comme je l'ai dit en introduction, donc ce webinaire est enregistré, l'ensemble des supports seront disponibles et ils seront communiqués par votre CCI local. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et du coup, je passe la parole à Philippe Legrand de la DREL Occitanie qui va vous présenter, euh, les chiffres. Alors, Oui, c'est bon, voilà, on a la bonne alors slide. je reprends. Tac, oui, parce que là, on n'était pas sur la bonne diapositive. Bonjour. Donc, Philippe Legras de l'Adréal Occitanie, responsable du pôle sécurité routière. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres sur l'accidentalité en Occitanie, l'accidentalité routière, et notamment, essentiellement, donc moi, je parlerai des chiffres qui nous sont remontés par les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police. Donc, c'est en fait cette accidentalité, c'est lorsque les forces de l'ordre interviennent suite à des accidents corporels et donc ils remplissent ce qu'on appelle les fichiers BAC, donc qui sont les bulletins analyse accident corporel. Donc il y a une grille à chaque fois qu'il y a un accident sur lequel les forces de l'ordre interviennent, ils remplissent une grille qui est ensuite transmise à des agents de la sécurité routière qui en font l'analyse et qui en tirent les statistiques. Donc, ce n'est pas un outil qui est vraiment parfait pour connaître l'accidentalité liée au risque professionnel, mais ça donne quand même une bonne indication. Donc, grosso modo, sur 3900 accidents corporels que nous avons chaque année en Occitanie, il y en a à peu près 1100 qui sont liés à l'activité professionnelle. Voilà, donc là, vous avez l'évolution de l'accidentalité en Occitanie de 2017 à 2021. Donc, vous voyez, on tourne entre 4000 et... Enfin, la tendance, c'est quand même à la baisse, avec bien sûr, comme dans beaucoup de domaines en 2020, lié à la crise Covid et le fort ralentissement du trafic. Mais malgré tout, malgré la reprise en 2021 de l'accidentalité, ça reste quand même inférieur aux chiffres de 2017. Ensuite, là, par rapport à l'évolution donc du nombre de tués, vous voyez, c'est pareil, ça baisse
entre 2017 et 2021, on a quand même une tendance à la baisse. Alors, il y a une différence entre les accidents mortels et les tués, le nombre de tués, parce que dans les statistiques accidents, on compte les tués à 30 jours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un accident dans lequel on recense des blessés, mais si dans les 30 jours qui suivent l'accident, ces blessés malheureusement décèdent, ils seront comptés en tués. Et donc, c'est pour ça que vous avez un nombre plus important de tués que d'accidents mortels. Philippe, je suis désolé, je vous coupe. Je vois que dans le chat, on a un message. Alors, je ne sais pas Oui. si l'un d'entre vous, du coup, a repris la main. Je pense qu'accidentellement, vous avez repartagé votre écran. En fait, ça a fait sauter la présentation. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la bonne slide, en fait. Du coup, je suis désolé pour ce souci technique. D'accord. Voilà, on va. Les joies du direct, comme on dit. Voilà, donc là, vous pouvez reprendre, Philippa, D'accord. logiquement sur votre slide. Et voilà, il y a peut-être un petit Là, souci de prise de contrôle. désolé. Donc, j'en étais ici. Est-ce que c'est bon du coup là pour vous? Vous avez le Moi, c'est contrôle bon là? pour moi, hein. C'est bon Ok, pour moi. ouais, ouais. Bah, a priori dans le voilà sur les Moi, j'avais bien en, les en- diapositives qui ouais, défilaient. mais en externe c'était pas le cas. Donc voilà, désolé. D'accord. C'est bon pour les Bon, c'est bon. excusez-moi. Donc, je reviens aux statistiques. Donc là, vous avez dans la présentation, il y avait les chiffres 2021 qui sont des chiffres arrêtés. Et donc là, vous avez donc les chiffres pour l'année 2022 qui sont encore, plus pour très longtemps, mais qui sont encore des chiffres provisoires. Donc en 2022, le nombre d'accidents diminue. On est à 3538 par rapport à 3694 en 2021. Donc on a une diminution du nombre d'accidents. Par contre, ce sont des accidents plus graves puisque nous avons un nombre de tués qui est légèrement supérieur à l'année 2021 avec 372 tués recensés contre 356 en 2021. Et par contre, le nombre de blessés est en diminution. Donc ça, ce sont des chiffres pour 2022 qui sont encore provisoires. Les bases doivent être arrêtées là d'ici quelques jours maintenant. Mais grosso modo, ce sont ces chiffres-là, ça va bouger que très très légèrement. Alors, par rapport à l'accidentalité, donc comme je disais, liée aux déplacements professionnels, que ce soit les déplacements en trajet ou les déplacements pour les missions. Donc c'est un risque qui est bien appréhendé au niveau de la sécurité routière. Et donc pour cela, il y a tout un ensemble d'acteurs sécurité routière qui mettent en place des actions liées spécifiquement au risque routier professionnel. Donc là, vous avez dans chaque département des coordinateurs sécurité routière qui sont placés auprès des directeurs de cabinet. Il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Donc, dans chaque préfecture, il ne faut pas hésiter à faire appel à eux pour, si vous avez des actions que vous souhaitez mettre en place, des actions de sécurité routière dans vos entreprises, il ne faut pas hésiter à contacter ces personnes pour qu'ils vous aident à mettre en place des actions de sécurité routière. Voilà, donc je vais passer la parole à Monsieur Fabien Vives de la CARSAT qui va rentrer un peu plus dans les statistiques liées vraiment aux accidents professionnels. Merci. Bonjour, oui, effectivement, donc Fabien Vives, je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT Midi-Pyrénées. La CARSAT, c'est la caisse régionale de sécurité sociale et nous intervenons sur l'ancienne région administrative de Midi-Pyrénées. Donc, en matière de travail, effectivement, de nombreux salariés conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail, que ce soit de façon occasionnelle ou régulière. Par exemple, des techniciens commerciaux, des artisans du BTP, des professions de la santé comme les aides à domicile. Et la dispersion géographique du monde du travail entre les clients, les fournisseurs, les sous-traitants augmente les distances parcourues chaque jour par ces professions.
De plus, satisfaire aux exigences professionnelles tout en respectant le code de la route impose parfois des contraintes importantes aux conducteurs. Par exemple, respecter la ponctualité d'un rendez-vous avec un client et respecter en même temps les limites de vitesse. C'est aussi des fois être réactif face à la demande d'un client et en même temps, on est sous contrainte de ne pas pouvoir utiliser le téléphone au volant. Donc, en matière de risque routier professionnel, il faut savoir que conduire pour le travail, c'est un acte de travail. Par exemple, si on prend l'exemple d'une aide à domicile qui fait un peu plus de 35 000 kilomètres au volant par an, si on considère qu'elle conduit à 60 km/h, ça va représenter environ 600 heures par an passées sur la route. Donc, on voit que c'est quasiment plus d'une tiers de son temps de travail sur la route. Alors, comme le disait Philippe Legras, effectivement, on distingue tout ce qui est accident routier professionnel dans le cadre d'une mission, c'est-à-dire quelqu'un qui va se déplacer pour réaliser une tâche, des déplacements domicile-travail. Alors, en matière de sinistralité, les chiffres que nous avons, ce sont des chiffres nationaux, donc qui sont de 2021 et qui concernent environ 27 millions de salariés, donc des gens du régime général de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole et aussi du régime fonction publique. Donc, il faut savoir qu'en 2021, le risque routier professionnel, c'est un accident de la route au travail toutes les 20 minutes environ. Environ, ça représente à peu près 38% de l'ensemble de la sinistralité sécurité routière. Alors, en matière de risque mission, c'est à peu près un quart des accidents routiers professionnels. Donc, sur un peu plus de 56 000 personnes concernées, victimes d'un accident de la route au travail, ce sont environ 12 000 personnes qui ont été victimes d'un accident de mission en 2021 et plus de 43 000 sur le trajet domicile-travail. Donc, on voit que c'est à peu près un quart en mission pour 3/4 en mission en trajet professionnel, en trajet domicile-travail. On retrouve un petit peu cette proportion dans les accidents graves et mortels où en 2021, il y a environ un peu plus de 450 personnes qui ont été victimes d'un accident routier professionnel mortel, dont un quart en mission. Essentiellement des gens qui ont pour mission du transport routier, des activités de livraison, mais aussi des activités de BTP, et 3/4 dans le cadre d'un déplacement domicile-travail. Alors, en matière de réparation, d'indemnisation et d'imputation aux entreprises, il faut savoir qu'un accident de routier en mission n'a pas le même poids qu'un accident de routier en trajet domicile-travail. En effet, l'accident routier en mission, donc par exemple un technico-commercial qui va se déplacer pour aller voir un client et qui va être victime d'un accident, mais cet accident sera reconnu un accident du travail et sera imputé à l'entreprise. Il faut savoir que ces accidents routiers sont souvent plus graves qu'un accident du travail type manutention ou chute. Ça représente environ 90 jours d'arrêt de travail, alors qu'un accident en moyenne type manutention ou chute, ça va être autour de 70 jours d'arrêt. Donc déjà, le nombre de jours d'arrêt va être plus important quand c'est un accident de la route professionnelle. Et quand c'est un accident mortel, cet accident va être imputé entre 500 et 600 000 euros à l'entreprise. Donc, on voit que c'est un impact financier fort. La différence étant suivant le secteur d'activité, puisque le service tarification de la CARSAT n'impute pas le même montant en fonction de l'activité de l'entreprise. Par contre, en matière d'accident domicile-travail, l'accident, si par exemple un salarié se déplace de son domicile pour aller jusqu'à son entreprise, s'il est victime d'un accident, le coût de cet accident ne va pas être imputé directement à l'entreprise, mais va être imputé sous la forme d'une forfaitisation sur le taux de cotisation accident de travail. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'en matière de déplacement domicile-travail, l'employeur n'a pas tous les moyens pour maîtriser le mode de déplacement que va utiliser son salarié. Donc, en mission, il y a une imputation directe sur le compte de l'entreprise. En trajet domicile-travail, il va y avoir une forfaitisation, une mutualisation au niveau national.
Deux points aussi importants à retenir. Le premier étant que le risque routier professionnel va concerner l'ensemble des secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité sont concernés. D'une part, vous l'avez compris, par la notion de déplacement domicile-travail et aussi par la notion de déplacement mission qui peut concerner certaines activités. Par exemple, vous voyez sur ce graphique-là en rouge, on voit que le secteur du transport est fortement impacté par les accidents de mission. Par contre, les accidents de trajet, on va retrouver des professions comme par exemple le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui vont être concernés fortement par les accidents de trajet. Les salariés sont plus exposés, ne serait-ce que par les horaires atypiques qu'ils effectuent. Quelque chose aussi d'émergent ces dernières années qu'il faut retenir, c'est l'augmentation de l'accidentalité, de la sinistralité accident de déplacement, notamment trajet, lié aux nouvelles mobilités. On constate depuis environ une dizaine d'années que l'utilisation du vélo, que ce soit le vélo traditionnel ou le vélo assistance électrique, mais aussi les autres modes dits doux, type trottinette électrique, les gyropodes, etc., sont de plus en plus utilisés par les salariés. Et donc, cela suit en termes de sinistralité, les risques augmentent. Il faut savoir que ça a plus que doublé en 10 ans le nombre d'accidents liés à ce mode de déplacement. On le voit entre 2014 et 2021. On est passé de 1800 accidents de trajet avec ce type de mode de déplacement, vélo, vélo assistance électrique, trottinette, à plus de 4000 en 2021. Autre notion aussi, les deux roues motorisées, ce sont un mode de transport aussi qui représente une part importante des accidents de déplacement domicile-travail. Ça représente environ en France 2% de l'ensemble des déplacements des gens qui vont au travail et c'est quasiment 30 à 40% des accidents de trajet graves. Je laisse la place à l'intervenant suivant. Bonjour à tous, Christian Montpouillat, je suis ingénieur de prévention à la DREETS Occitanie, qui est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Avant d'enchaîner sur les rappels réglementaires, nous allons vous proposer un petit sondage qui permettra de faire un petit état de lieu par rapport à la prise en compte du risque routier. Donc logiquement, le sondage doit s'afficher directement sur votre écran. Sinon, il se peut que vous deviez aller le chercher donc soit dans l'espace conversation ou sur une application qui s'appelle Pulse. Mais voilà, donc il y a deux questions et vous pouvez cocher en fait voilà, la réponse. Donc la première en fait concerne votre document unique. Savoir où est-ce que vous en êtes avec. Donc, est-ce qu'il est actualisé avec un plan d'action? Est-ce que vous en avez un, mais du coup, il nécessiterait peut-être une actualisation? Est-ce que vous n'avez pas de document unique ou alors pas concerné, c'est-à-dire que vous n'avez pas de salariés? Donc, ça, c'est la première question. Et vous avez une seconde question, donc logiquement, vous poussez la flèche et vous pouvez répondre. Donc, à savoir si votre document unique intègre le risque routier. Donc là, c'est principalement pour les personnes qui ont déjà répondu qu'ils avaient un document unique. Donc oui, non ou non concerné. Donc on vous laisse quelques minutes du coup pour répondre. Ça va assez vite, hein. Donc voilà, je vois que ça répond encore. Et puis on va partager les résultats. Encore, allez, on vous laisse 20 secondes pour répondre. Donc du coup, sur les personnes répondantes, hein, je vous donne les tendances, hein. Donc sur avez-vous un document unique d'évaluation des risques professionnels? Donc vous êtes 60% à répondre oui, il est actualisé et il a un plan d'action. 25% à dire oui, mais il nécessite une actualisation. 10% à répondre non et 5% à répondre non concerné. Sur la question numéro 2, donc principalement pour les personnes qui avaient un document unique, vous êtes quasiment 80% à répondre que votre document unique intègre bien le risque routier.
ce qui est une bonne chose. Donc 10% non et 13% qui sont non concernés. Merci pour vos réponses, du coup. Christian, je te Merci laisse la Vincent main. pour ce mini-sondage qui permet de constater, de valider que le risque routier est bien pris en compte dans les entreprises. Et donc, le rappel réglementaire, c'est d'abord essentiellement l'obligation de prévention, parce qu'on a vu précédemment que le risque routier, c'était un enjeu fort pour les entreprises. Et donc, s'agissant de l'obligation de prévention, il est fait, le Code du travail impose à l'employeur de prévenir, de garantir la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc, cela passe par la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Et ces mesures figurent sur la diapositive en bleu. Il y a tout d'abord des actions de prévention des risques professionnels. Ensuite, il y a des actions d'information et de formation. Et en troisième lieu, il y a la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Voilà ce qui est attendu par rapport à cette obligation de prévention obligation de sécurité de résultat, d'ailleurs, j'allais dire, qui pèse sur l'employeur. Et ces mesures se fondent sur les principes généraux de prévention que vous connaissez tous, qu'on va voir sur la diapositive suivante. Voilà, donc il y en a à peu près 9. Le premier, c'est évidemment d'éviter le risque. Donc ici, on va éviter les déplacements, si possible. Troisième lieu, c'est de combattre le risque à la source. Au quatrième principe, il est question ici d'adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne le risque routier, c'est aussi privilégier par rapport au choix des équipements et des méthodes de travail, des aspects qui vont justement prévenir le risque routier. Voilà, c'est prendre des voitures qui ont beaucoup d'équipements de sécurité, par exemple. Il est également dit sur le principe numéro 5 de tenir compte de l'évolution de la technique. Là, ça rejoint aussi l'équipement automobile, l'équipement des véhicules. Là aussi, la tendance, c'est d'aller vers les nouvelles technologies qui vont permettre de garantir une sécurité maximale sur la route. En septième lieu, par rapport au principe de prévention, principe général de prévention, il est également indiqué clairement que l'employeur doit planifier la prévention. Et donc, cette prévention qui doit tenir compte de la technique, de l'organisation du travail, des conditions de travail, des relations sociales et de l'influence des facteurs ambiants. Ensuite, en dernier point, par rapport au principe général de prévention, c'est-à-dire le point numéro 9, il est indiqué que l'employeur doit donner des instructions appropriées aux travailleurs. Donc là, c'est surtout par rapport aux consignes, notamment sur les trajets, les déplacements. Alors, si on transpose les principes généraux par rapport au risque routier professionnel, bien évidemment, je l'ai dit précédemment, c'est d'évaluer les risques liés au déplacement. Ensuite, ça va être de supprimer et réduire les déplacements. Alors, si on ne peut pas supprimer tous les déplacements et réduire tous les déplacements, évidemment, il est question de prendre des mesures qui visent à réduire les déplacements, à les rendre moins dangereux. Et cette réduction du risque passe par le choix des équipements, le choix et la gestion des moyens de déplacement, par l'organisation des déplacements, mais aussi par une action sur l'environnement et les infrastructures. Et en dernier point, il est aussi question d'informer, de former les salariés exposés au risque routier. Et pour rappel, la prévention des risques s'inscrit dans le cadre du dialogue social, donc tous les partenaires sociaux doivent être impliqués fortement au niveau de l'entreprise. Alors, j'ai proposé cette diapositive sur le document unique parce qu'on a fait un sondage, on a vu qu'il y avait 80% des entreprises qui ont intégré le risque routier dans le DU, par rapport aux participants, bien entendu. Et donc, je voulais rappeler le décret numéro 2022-395 du 10 mars 2022. Ce décret impose un certain nombre de dispositions à l'entreprise, notamment sur les conditions d'élaboration, les conditions d'accessibilité au DU et aussi sur les mesures à mettre en œuvre. Donc, sur la diapositive, vous avez deux types de mesures, pour les moins de 50 et les plus de 50. Pour les plus de 50, il y a une obligation de mettre en place un programme annuel de prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail dont le contenu est réglementé. C'est-à-dire que dans le contenu par rapport au programme, on doit avoir les ressources mobilisables, les délais, les temps impartis pour la réalisation du plan d'action et aussi les indicateurs associés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est attendu pour les entreprises de plus de 50. Et c'est une obligation qui est effective depuis le 31 mars 2022. Pour les entreprises de moins de 50, il est question de lister les mesures de prévention. Et pour rappel, la prévention du risque routier repose sur 4 domaines: l'organisation des déplacements, l'entretien des véhicules, la communication au volant et la gestion des compétences.
compétences de la conduite, bien entendu. Et donc, voilà pour le rappel que je souhaitais proposer dans le cadre de mon intervention. Nous allons enchaîner sur les témoignages d'entreprise. Et en l'occurrence, je parle de M. Prieur, qui est le directeur de l'entreprise Prod'Es Paradis, qui va faire le premier témoignage. Bonjour, Monsieur Prieur, je vous laisse prendre le contrôle. Voilà, c'est fait normalement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, David Prieur, donc je suis le gérant de l'entreprise de transport Prod'Es Paradis, une entreprise de transport routier de marchandises basée en Lozère, plus précisément sur le plateau de l'Aubrac, à Malbouzan pour ceux qui connaissent. Excusez-moi, sur l'écran, est-ce que vous voyez tous la présentation de Monsieur le Prieur? Monsieur Prieur, pardon. Vincent? Moi, ça n'a pas bougé, c'est pour ça, oui. Ouais. Ah. Attendez. Non, mais je crois que je vais repartager du coup parce que vous avez dû prendre le partage au lieu de prendre le contrôle en fait. 2 secondes. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, je crois, malheureusement. Ah oui, j'ai pas appuyé sur le bouton contrôler. Voilà, c'est bon. Ça devait. Donc là, c'est bon, je vous laisse défiler jusqu'à votre slide. Voilà. Pardon. On est bon. Ça marche mieux? C'est bon. Donc, on est une entreprise, donc, comme je disais, de transport routier de marchandises. On est basé en Lozère. L'entreprise existe depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on est une petite cinquantaine. Et bien évidemment, du coup, on a un CSE actif et aujourd'hui qui m'aide aussi à mettre en place des actions de prévention. Et pour vous donner une ordre d'idée, je gère à peu près avec mes équipes une bonne centaine de véhicules entre la partie tracteur, donc moteur, et tout ce qui est semi-remorque derrière. Concernant la prévention du risque routier, donc effectivement, donc nous, on a le document unique qui est à jour, et bien évidemment, il prend en compte le risque routier. Ça fait un petit moment aussi que je m'intéresse un petit peu au sujet, notamment en ayant des actions au niveau départemental, en ayant signé des chartes avec d'autres confrères lozériens sur le niveau départemental. J'essaie aussi de faire un point annuel avec mes équipes sur leur dire un petit peu les indicateurs et faire un petit suivi d'une année sur l'autre, savoir comment on se situe et comment on évolue dans le temps de ce côté-là. Et bien évidemment aussi, on a des échanges quotidiens, nous, sur la partie les personnes qui s'occupent de l'organisation, moi, au bureau, avec mes conducteurs qui sont sur la route, en cas de difficulté, aussi bien sur la route que chez des clients ou sur des difficultés plutôt métiers. Sur la démarche de prévention, on a donc plusieurs outils à notre disposition. Donc, il y a d'une part des outils informatiques, ou peut-être le premier que j'ai écrit là, des outils de bon sens. J'aime bien le rappeler quand même aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est basé sur le plateau de l'Aubrac, donc il y a de la neige l'hiver. Et une première action qu'on fait quand même depuis de très très nombreuses années, c'est qu'on monte des pneumatiques neufs en septembre ou en octobre pour pouvoir attaquer l'hiver de façon sereine. Sur l'outil de suivi, on a un outil de géolocalisation donc, qui permet 2 choses. Avoir un meilleur suivi ou une aide sur le suivi des heures de conduite. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le transport routier de marchandises, on est régi à une réglementation assez précise sur les temps de conduite et les temps de repos, etc. Donc, un outil qui nous permet de suivre ça, qui est à disposition aussi bien du conducteur pour savoir où il en est que des personnes qui sont aujourd'hui à l'organisation pour savoir où en est chaque conducteur et savoir les missions qu'il peut accomplir ou pas dans les temps impartis. Et aussi, cet outil-là nous permet aussi de savoir de suivre les marchandises et de pouvoir répondre aux sollicitations nombreuses de nos clients pour savoir où en est la livraison. Parce que je pense que comme tout un chacun aujourd'hui, on est plutôt impatient, donc on aime bien savoir où on en est de ce côté-là.
Donc ça, on a un autre outil aussi, bien évidemment, qui nous sert et qui nous aide à planifier les déplacements. Et ça, un des gros enjeux qu'il y a derrière, bien évidemment, c'est de limiter les kilomètres inutiles, donc ce que nous, on appelle communément les kilomètres à vide. Et de ce fait, on permet aussi, avec cet outil-là, de pouvoir communiquer avec nos conducteurs par des applications dédiées, et ça évite, si vous voulez, d'avoir des sollicitations téléphoniques régulières avec nos conducteurs, parce que dans une même mission, on peut indiquer les lieux de chargement, de livraison, les numéros de commande, les heures à laquelle il faut se présenter au chargement, etc., etc. Donc, on arrive à avoir des choses assez précises et assez synthétiques pour pouvoir communiquer au mieux avec nos conducteurs. Donc, au-delà de ces outils, j'allais dire informatiques, on a mis en place aussi des analyses des accidents, en fait, qu'on a un peu dérivé de l'analyse des accidents du travail, avec la mise en place, l'analyse des accidents. Donc, ça se déroule en plusieurs étapes. Il y a tout ce qui est les circonstances dans lesquelles l'accident a pu se réaliser. On analyse de fait aussi souvent la semaine de travail dans laquelle l'accident s'inscrit. On arrive évidemment à avoir un arbre des causes. Et du coup, d'ailleurs, souvent, on arrive bien évidemment à dégager des actions qui permettent de limiter les accidents par la suite. Et ça, je me permets d'insister vraiment dessus parce que c'est des choses où on se dit des fois, un accident, il est arrivé parce que c'est pas de chance. Mais en fait, quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit qu'il y a souvent un cumul de petits facteurs, des fois, qui fait que l'accident est arrivé. Il suffit juste d'enlever un tout petit facteur, et bien en fait, l'accident n'arrive pas derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de démocratiser, nous, dans l'entreprise, et qui, j'espère, arrivera à porter ses fruits dans le temps. Comme M. Mampouya l'a dit aussi tout à l'heure, on a aussi une action sur la gestion et les entretiens des véhicules. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on essaie d'être un peu plus rigoureux de ce côté-là, avec un outil de suivi des entretiens de véhicules. Donc aujourd'hui, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais on a dans le transport, dans l'utilisation de véhicules lourds, on a des contrôles techniques annuels à passer. Donc ça, c'est la partie réglementaire. Mais après, il y a tous les entretiens réguliers qu'on doit opérer, aussi bien sur l'entretien classique des véhicules, mais tout à l'heure sur la suivi des l'usure des pneumatiques, etc., etc. Et ça, en fait, on a mis en place un logiciel, comme je vous l'ai dit, il y a 1 an, et qui permet d'avoir une vision globale des choses, qui permet aussi aux conducteurs de pouvoir faire des remontées des points de façon précise sur les outils, et on permet d'avancer là-dessus. D'autant plus que ce logiciel est conçu en Occitanie, donc je suis plutôt content de l'utilisation de ce logiciel-là. On a un autre point aussi sur un peu l'aide au comportement sur la route. Donc pour ça, on a un outil de suivi de ce qu'on appelle, nous, l'éco-conduite. Et ça englobe, ça permet d'aider les conducteurs, si vous voulez, à anticiper un peu mieux sur la conduite sur la route, à utiliser un petit peu mieux les inerties qu'on peut avoir en véhicule poids lourd, indirectement de fait de consommer un peu moins de gasoil et de réduire les émissions de CO2. Donc pour ça, on a fait appel à un prestataire externe qui aussi permet, avec des experts, de pouvoir faire des appels hebdomadaires à quelques conducteurs pour pouvoir les aider dans ces démarches-là. Et on permet justement indirectement de pouvoir mener au mieux ces missions-là et pouvoir du coup avoir des choses un peu plus attractives sur le risque routier professionnel sur la route. On a aussi mis en place en interne une gestion un processus d'intégration un peu. On a cadré le processus d'intégration et ça permet de
d'être clair sur les missions aussi qu'on peut attendre des conducteurs qu'aujourd'hui on recrute. On permet aussi de les évaluer parce que malheureusement, l'expérience me montre que des fois, le simple fait d'avoir un permis de conduire ne veut pas dire qu'on est peut-être un bon conducteur. Donc ça, on a des grilles d'évaluation un peu précises de ce côté-là. On a des tests de capacité sur le métier du transport. On fait un test de conduite en situation aussi pour pouvoir évaluer ces points-là. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, on a, comme vous le voyez, je pense en fond, on a établi un peu une petite carte mentale sur le processus de recrutement et qui nous permet d'aborder beaucoup de points lors du recrutement. Ça peut paraître un peu fastidieux, mais finalement, on s'aperçoit que c'est aussi attendu par les candidats, parce qu'on est transparent sur notre façon de faire et de travailler. Et c'est aussi bien vu aussi par les équipes qui sont en place, parce que quelque part, sans être médisant ou péjoratif sur les points, on ne recrute pas n'importe qui, donc on arrive à construire des choses et un esprit d'équipe qui est plutôt intéressant derrière. Et bien évidemment, une fois que la candidature est validée, on a une journée d'accueil un peu précise et un peu typée quand on accueille les nouvelles personnes. On a les fiches de poste sur lesquelles on essaie de décrire les missions qu'on attend de chacun. On remet un livret à chaque conducteur pour pouvoir aussi expliquer ce qu'il faut faire ou pas, ou rappeler les fameuses consignes des fois en cas d'accident, rappeler à tout un chacun qu'au volant d'un poids lourd, c'est 0 alcool, quelle que soit la situation, etc., etc. Et aussi, depuis quelques années, on a inclus une charte d'utilisation du téléphone. Donc aujourd'hui, par exemple, les véhicules, bien entendu, sont équipés de Bluetooth et on essaie d'être vigilant là-dessus. Et voire même aujourd'hui, on arrive sur les téléphones professionnels à restreindre les applications qui sont installées sur les smartphones. Et on a une meilleure utilisation professionnelle du téléphone. Et bien évidemment, ces process d'intégration, on les a étendus aussi aux apprentis. Quelque part après, avec les étapes que j'ai décrites de ce côté-là, avec l'étape de monter en compétences dans le temps. Bien évidemment, certains apprentis qui intègrent l'entreprise n'ont pas encore les permis poids lourds. Donc, les premières étapes qu'ils ont, c'est d'accompagner les conducteurs aujourd'hui à leur côté pour pouvoir un petit peu voir ce que c'est le métier sur la route et surtout d'appréhender tout ce qui est aide au chargement avec les débâchages, l'arrimage et voir comment ça se passe chez le client. Parce que comme je leur dis souvent, il vaut mieux perdre 5 minutes à arrimer correctement la marchandise plutôt que de la perdre sur la route. Et donc ça, c'est une première étape qu'on a là-dessus. Donc une fois qu'ils ont passé un peu de temps avec des conducteurs expérimentés, en fait, on les envoie un peu en autonomie en VL. Et ça, c'est une première prise en compte de la réglementation transport avec les temps de pause, savoir quels documents doivent être à bord du véhicule, les documents qui doivent accompagner la marchandise, etc. De travailler en autonomie et aussi de pouvoir chercher son chemin, d'anticiper les trajets. Parce que quand on part livrer de la marchandise, c'est quand même mieux de savoir où on va et il faut le regarder avant de partir. Et quelque part, je regrette un peu le bon vieux temps des cartes papier, hein, parce que Google Maps ne fait pas que des bonnes choses, malheureusement. Et donc, suite à cette étape-là, après, on a bien évidemment une étape qu'on fait avec un porteur. Et là, ça permet de pouvoir avoir une étape supplémentaire dans l'appréhension notamment du gabarit poids lourd et un suivi beaucoup plus précis de tout ce qui est de la réglementation transport. Suite à ça, on a une autre étape aussi avec des semi-remorques avec un seul essieu qui seront un peu plus faciles à conduire que des semis classiques que vous pouvez croiser tous les jours sur les routes.
Voilà un petit peu les points que je voulais partager avec vous. Et si vous avez des questions, mais je répondrai à ça avec grand plaisir, à toutes les questions après. Merci pour ce témoignage très complet et tous les exemples que vous citez voilà, sur l'intégration et la prévention du risque. On enchaîne avec le second témoignage. Je vous laisse la parole, Monsieur Lefrançois. Merci Vincent, merci Monsieur Prieur. Finalement, la Lozère et la Catalogne se ressemblent beaucoup aujourd'hui, puisqu'il pleut en Catalogne. Je vous arrête tout de suite, et nous, il faut très beau. Allez, Allez, c'est parti. J'espère que ça a bien défilé. Bon, C'est bon? alors attendez, parce que du coup, ça ne repartage pas de chez moi, donc il faut que je refasse la manip. Désolé pour nous. Hop, là, vous devez reprendre normalement. Si vous cliquez sur reprendre. Alors, c'est bien prendre le contrôle. Contrôlé. Voilà. Et je file Et- jusqu'à la mienne. Voilà, c'est tout bon. Donc, pour les prochains intervenants, pensez bien juste à prendre le contrôle et pas le partage, s'il vous plaît. C'est ce Allez. qu'on avait fait. Allez, c'est Ouais. parti. On est bon. Ok, donc Geoffrey Lefrançois, donc je m'occupe de l'entreprise Express Catalan à Perpignan. Nous représentons la bannière France Express, pour ceux qui connaissent. Donc presque 60 salariés aujourd'hui, enfin depuis cette année en tout cas. Donc 7 conducteurs, 11 conducteurs de PL, 7 en SPL, une vingtaine de conducteurs maison, donc, et une vingtaine de conducteurs partenaires. En tout, c'est à peu près, donc on me dit qu'il n'y a pas de présentation à l'écran. Est-ce que c'est normal ou pas? J'ai fait Non, prendre ça le fonctionne. contrôle. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est Normalement, bon. bon, là, pour moi. Allez, c'est parfait. Donc, tout fonctionne très bien. Allez, impeccable, super. Donc, je continue. Donc, une quarantaine de tournées sur le département des Pyrénées-Orientales. Je continue. Donc, l'approche collective du risque routier dans l'entreprise. Donc, depuis 2014, on a modifié le règlement intérieur de l'entreprise, dans lequel on a déjà intégré pas mal de choses, notamment tout ce qui était addiction, alcool et ainsi de suite dans l'entreprise. Donc, quand tout à l'heure, M. Prière disait zéro alcool, effectivement, depuis 2014, on a vraiment intégré ça dans le règlement intérieur et également dans le DU. C'est zéro alcool. Voilà, il n'y a pas de pot de départ, il n'y a pas de pot d'arrivée, il n'y a rien. C'est 0, 0, 0. D'ailleurs, on a même inscrit dans le DU un plan au cas où, c'est avec un intérimaire chez nous soit imprégné, comme on dit. Donc, on l'a reçu et il y avait un plan de raccompagnement qui avait été mis en place, qui était valable pour les salariés, mais qui a été valable en l'occurrence pour l'intérimaire, qui d'ailleurs aujourd'hui, pour l'anecdote, fait partie de l'effectif. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau collectif? Le DU. C'est fait c'est un spectacle qui est fait entre guillemets à plusieurs mains. On a l'ensemble du CSE qui participe à cette élaboration, la mise à jour du DU, et également des volontaires de chaque unité de travail de l'entreprise. Donc, chez nous, il y en a plusieurs. Celle où on a le risque le plus important, c'est celle côté conducteur, mais pas que, il y a aussi les manutentionnaires. Donc tous les ans, chacun vient apporter et contribue à abonder ou à améliorer ce DU qui évolue tous les ans. Voilà, qui évolue tous les ans. On sensibilise. Donc là, si vous préférez, j'ai voulu vous montrer en toute simplicité et humilité ce qu'on faisait dans l'entreprise et ce qui apportait des résultats. Donc, au même titre que nous l'a décrit M. Prieur, je l'appellerai tout à l'heure parce qu'il y a des choses très très intéressantes que je ne fais pas aujourd'hui. Notamment, nous, on sensibilise tous les jours au travers de ce qu'on appelle un top conducteur. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Géodis dans la liste des auditeurs. Donc, tous les jours, on sensibilise nos conducteurs au travers d'un stand-up qui dure environ 2 minutes et on rappelle des faits majeurs de la journée. Exemple, aujourd'hui, réellement, il pleut sur Perpignan. Donc, c'est assez, comme tout le monde le sait, rare en ce moment, et on a rappelé qu'attention, qu'il allait y avoir des risques de glissade et que les distances de sécurité étaient bien appréhendées aujourd'hui. Donc on essaye de tous les jours passer un message, notamment sur la gestion du risque routier. Mais pas que, hein. Il y a aussi les aspects commerciaux de notre business. Mais il y a aussi un message de prévention.
Ensuite, au niveau interne, donc de l'encadrement aux représentants donc, du personnel du CSE, au niveau des managers et cadres intermédiaires, tout le monde est sensibilisé à ce risque. Tous les risques en général, mais principalement celui-ci, puisque aujourd'hui, c'est celui qui nous concerne. En externe, certains autour de ce webinaire peuvent connaître l'application Aptive qui a été mise en place par le pôle santé travail de Perpignan, avec qui on travaille main dans la main depuis sa création. Je parle d'Aptive, où j'étais un des premiers activeurs. Quand je dis je, c'est l'entreprise. Et on a aidé à monter quelques tutos avec le PST, et on a été les premiers à faire partie de ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire, là il y a une question, qui réalise les stand-up? Ce sont des managers de quai. Managers de quai, alors c'est pas moi qui le fais en direct, c'est moi qui l'ai fait au départ, mais c'est souvent les managers de quai qui ont été formés à ça. Quand je dis manager de quai, c'est ou le chef de quai. Dans le langage, dans d'autres agences, on appelle ça les superviseurs. Et ainsi de suite. Donc, PST, donc tronc commun, fiche entreprise, question-réponse, tronc commun, et validation de mes réponses vis-à-vis de celles de mes collaborateurs et collaboratrices. Ça permet de voir où sont les écarts, et c'est très révélateur justement de ces écarts. Donc, quand on a commencé, il y avait beaucoup d'écarts entre ce que je pouvais ressentir et quelle était la réalité des collaborateurs. Aujourd'hui, on a vraiment gommé ces écarts, et quand je dis que le document unique, il est visible dans mon bureau de telle heure à telle heure et tous les jours de la semaine, tout le monde sait qu'il est dans mon bureau de telle heure à telle heure, par exemple, en attendant qu'il soit dématérialisé. Ensuite, on travaille main dans la main avec la préfecture et la sécurité routière. Pour info, dans l'entreprise, nous sommes 3 IDSR, donc des intervenants départementaux de la sécurité routière, ce qui est quand même pas anodin. Ça veut quand même dire qu'on est tous vraiment très sensibles à la sécurité routière. D'ailleurs, demain matin, au travers de cette semaine de la sécurité routière, on organise demain, dans mon bureau, j'ai un simulateur qui est déjà en place pour accueillir l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise par groupe. On va mener des ateliers, j'en parlerai un tout petit peu après. Et puis, là, récemment, on a lancé une campagne sur un poste fixe de l'entreprise, un écran et un clavier et une souris, où tous les salariés peuvent venir. On voit une petite image qui est peut-être un peu trop petite, mais en tout cas, le lien est écrit, ça s'appelle Tuto Prév, et ça permet de déceler, là en l'occurrence, on voit sur une zone de chargement ou de déchargement, les risques facilement identifiables, d'une part, et quelles sont les mesures et les plans d'action qu'on met en place pour éviter ces risques. Donc, les 4 mesures qui ont été demandées tout à l'heure, les mesures de prévention, elles sont reprises ici. On organise des déplacements, allusion au temps, comme la gestion du temps. Bon, je reviens sur la question, je déroule. Organisation des déplacements, choix et entretien des véhicules, communication au volant et utilisation des objets connectés, et enfin, compétences à la conduite. C'est ça les 4 domaines de prévention. Donc, sur la gestion des déplacements, nous, enfin, je pense qu'on est très pragmatique. C'est exemple, quand quelqu'un doit faire un déplacement professionnel pour aller sur une réunion à droite ou à gauche ou voir un client à plus de 2 heures, exemple, on favorise le train. C'est un exemple, hein. Donc, on favorise le train. On favorise aussi le télétravail. Donc, on a mis en place une charte de télétravail, et il y a certains postes qui sont dits télétravaillables dans l'entreprise. Et on ne parle pas des chauffeurs, mais en tout cas, il y a certains postes administratifs qui peuvent, et pour lesquels on insiste, être télétravaillables. Donc, on évite de faire du trajet domicile-travail. On favorise aussi, on a une équipe de 5 salariés qui commencent aux mêmes heures, enfin qui ne commençaient pas, mais on a réglé le problème, ils commencent aux mêmes heures et finissent aux mêmes heures de la journée, donc covoiturage, et toutes les semaines, on change de pilote. Communication volant et utilisation des objets connectés, évidemment, donc je rejoins M. Prieur, vraiment on insiste sur le fait de ne pas appeler les conducteurs, même s'ils sont équipés évidemment de Bluetooth. Et j'ajoute qu'on a une application qu'on appelle MDM, qui permet à distance de piloter tous les objets connectés de nos conducteurs. Alors, c'est quoi un objet connecté? Ça peut être un PDA qui permet sur lequel on peut signer une livraison, sur lequel on peut avoir un GPS ou un suivi de tournée. On peut bloquer au premier roulage de roue, si j'ose dire, l'utilisation de son mobile. Donc, on est en train de le tester. D'ailleurs, c'est du réel, ce que je vous dis. On est en train de le tester sur un certain nombre de conducteurs. On bloque le système embarqué.
Et enfin, pour les compétences à la conduite, donc au travers des formations dites obligatoires, que peuvent être la FIMO évidemment, et ce qu'on appelle la FCO, la formation continue de nos conducteurs, on insiste tous les ans sur les salariés qui auraient pu avoir des accrochages dits responsables. On les envoie là encore au pôle santé travail et on leur demande de suivre une journée de sensibilisation et de parcours également sur des ateliers de sensibilisation au risque routier. Voilà sur la partie des 4 domaines de prévention. Si je continue, quels sont les points forts et l'impact de la démarche sur l'entreprise et sur les salariés? Alors, on a un management, on va dire, de la prévention, au même titre que ce qu'on appelle le management de la qualité. Donc, on a une certification qui s'appelle ISO 9001, pour ceux qui connaissent, en version 2015. On a accroché un processus qui s'appelle le management de la prévention. Voilà, tous les mois, il y a une réunion qui est faite qualité dans laquelle on revient sur tous les outils qu'on a mis en place sur la prévention. Et bien, on se rend compte que depuis 2020, qu'on a mis beaucoup de choses en place, on a une chute draconienne du nombre d'accidents responsables, puisqu'on est passé l'année dernière à 0 accident. En 2017, c'était une quinzaine. Donc, je me dis que cette marteau-thérapie, parce qu'on parle quand même de ça dans nos entreprises, ça porte ses fruits quand même. Ça porte ses fruits, on n'est pas à l'abri. Maintenant, on a aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais on ne lâche pas le morceau. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il y a une quinzaine de jours, il y a 3 semaines, on a fait une séance de sophrologie. J'ai pris tous les conducteurs de l'entreprise, après leur service, on les a payés en heures sup. On a fait venir une sophrologue pour la gestion du stress. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on va rentrer dans une saisonnalité sur Perpignan où l'afflux du tourisme va créer de l'embouteillage qu'on n'a pas dans les autres périodes. Et c'est vrai que passer d'une route libérée à une route encombrée génère un peu de stress, puisqu'il y a également une montée en charge de notre activité. Donc l'effet conjugué de l'encombrement des routes et de la montée en pression du travail fait qu'on pouvait avoir quelques accrochages. Donc on a fait sur 2 journées une séance, une belle séance qui a duré 2 heures pour chaque groupe de sophrologie pour la gestion par atelier du stress. Le feedback est plutôt bon. Sur 100%, il y a toujours 30% qui n'adhèrent pas, mais je le fais pour ceux qui adhèrent. Ensuite, on a mis en place un ambassadeur. Il y a quelques mois, j'ai un conducteur qui, pendant son activité de week-end personnel, s'est vu contrôlé positif à l'alcoolémie, hors cadre du travail. Donc j'aurais pu, ou pas d'ailleurs, en tout cas lui a eu peur qu'on se sépare de lui, ce qui n'était absolument pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était de lui faire comprendre, de lui faire prendre conscience que ça ne pouvait pas marcher avec son activité de conducteur. Je pense qu'il avait bien compris. Donc on l'a reclassé, on a modifié son contrat de travail et on l'a reclassé en tant que manutentionnaire. Il a quelqu'un qui peut l'accompagner à l'entreprise et le ramener tous les soirs. Donc il bosse encore avec nous. Il est en fin de retraite permis. Il a assisté il y a 10 jours à Toulouse sur la Promotrans à une journée complète de sensibilisation au risque routier en addiction, en lien avec les addictions. Et c'est devenu l'ambassadeur de l'entreprise. C'est-à-dire que lui-même est devenu l'oreille de certains collaborateurs qui, sans me le dire à moi, pourraient avoir envie de discuter de ce fléau qui est l'alcoolisme. Et voilà, donc ça reste du volontariat. En aucun cas, il ne remonte quoi que ce soit sur qui que ce soit. Mais en tout cas, il y a une oreille de plus qui écoute si quelqu'un avait besoin. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, on participe à une journée depuis 3 ans. On organise un village, carrément dans l'entreprise, de la prévention. Donc, on a mis en place un petit kit de déploiement si vous voulez le faire dans vos entreprises. On a un simulateur de conduite qui nous est prêté par le pôle santé travail. On va commencer demain matin à 9 h. On fait cette année un quiz sur la chasse aux idées reçues. Donc voilà, chasse aux idées reçues. Voilà. On va essayer de chasser ces idées reçues. On fait également, et c'est moi qui m'en occupe en tant qu'IDSR, je vais animer l'atelier bar pédagogique. Donc là, l'idée, c'est de montrer, d'expliquer, de sensibiliser chacun que quand on invite un collègue chez lui boire un verre,
que les doses, il faut faire extrêmement attention, et puis quels sont les impacts, et quelles sont les doses, et quels sont les freins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, on y associe tout de suite un atelier de lunettes déformantes, où on sensibilise l'ensemble des collaborateurs à, tiens, j'ai bu 2 verres, voilà ce qui se passe si j'étais sur mon poste de travail, comment ça pourrait se passer, ou si j'étais derrière mon volant, on fait ça dans un espace sécurisé, voilà comment je pourrais ressentir les effets de l'alcool, ou d'un médicament classe 3 ou autre. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir des images de choc pour faire prendre conscience aux salariés des effets. On va faire repasser le code de la route à tout le monde. Alors, quand je dis repasser le code de la route, c'est voilà, des choses un peu piégeuses qu'on aurait pu avoir tendance à oublier. On parlait des distances de freinage tout à l'heure, c'en est une qu'on oublie régulièrement. On va faire un contrôle technique. Alors, on a une voiture avec un garagiste partenaire qui va nous déposer une voiture demain matin, et on va demander à chaque salarié de savoir si ou pas la voiture serait bonne au contrôle technique. Voilà, ça aussi, c'est pour que chacun puisse prendre conscience de sa propre voiture, de son propre véhicule, et se dire, est-ce que mon véhicule est adapté? Ça, c'est l'environnement. Et puis, on va retravailler sur le constat d'accident et réexpliquer quelles sont les bonnes pratiques. Et on avait prévu également avec les pompiers de Perpignan un exercice de désincarcération. Malheureusement, avec ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire le risque maximum lié au feu, ils ne pourront pas être avec nous demain. Mais on ne désespère pas que l'année prochaine, ils seront là. Voilà. J'écoute évidemment vos questions, enfin, je lirai tout à l'heure, et je passe la main à Stéphane Roy. Merci beaucoup. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Stéphane Roy, je suis ingénieur de prévention à l'OPP-BTP. Nous sommes l'organisme professionnel de prévention de la branche du BTP. Je suis ici pour vous présenter le kit risque routier professionnel du groupe RST4. Alors, d'abord, c'est quoi le PRST? Donc, tous les 5 ans, les pouvoirs publics fixent les grandes orientations en termes de santé au travail. Ce plan est décliné, bien sûr, régionalement en PRST. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont d'ailleurs définis. Donc, nous faisons partie du groupe RST4, parce qu'on a mis à sa 4e version sur le risque routier professionnel. Donc, on y retrouve essentiellement les institutionnels, la CARSAT, les services de santé, les DRIS, l'ADREAL et l'OPP-BTP, entre autres. Nous en faisons partie. Donc, c'est un travail collectif donc avec les institutionnels, et nous sommes là pour pouvoir vous présenter des outils, des colloques et des webinaires en partenariat avec la CCI. Donc, ce kit risque routier, ce sont des outils qui sont là pour vous aider à appréhender au mieux le risque routier professionnel. Donc, ce contenu du kit, on en retrouvera 9 outils différents. On ne va pas tous les énumérer, mais vous allez pouvoir retrouver des outils qui peuvent vous intéresser, à savoir un autodiagnostic sur la prévention du risque routier qui vont vous permettre d'appréhender plus facilement le risque routier, d'y intégrer un plan d'action et de pouvoir l'utiliser, pourquoi pas, pour mettre à jour votre document unique. Vous avez aussi un diaporama à votre disposition, depuis une 60aine de diapos que vous pouvez utiliser pour faire des sensibilisations en interne. Vous faites le tri dans vos diapos, mais ça peut vraiment vous aider à sensibiliser vos salariés. Vous avez également une fiche d'analyse d'un accident de travail à destination pour chefs d'entreprise. Là, on est peut-être un petit peu plus accident de travail sans rentrer dans les détails du risque routier. Ça fait partie de l'autre outil qui s'appelle la fiche d'analyse d'un accident de travail routier pour le préventeur. Donc, bon, ce n'est pas un message très positif pour la prévention, mais malheureusement, ça en fait partie et il faut savoir aussi analyser un accident de travail pour en récupérer un maximum d'informations pour faire avancer la prévention. Enfin, vous allez pouvoir retrouver un fichier sous format Excel où on va pouvoir recenser un peu plus de 75 outils différents qu'on peut retrouver parmi les institutionnels. Donc, on a pu récupérer différents outils de plaquettes, d'affiches, d'évaluation également, qu'on va retrouver auprès des institutionnels, à savoir la CARSAT, les services de santé, l'État également. Donc, 75 outils avec des liens hypertextes. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus
pour pouvoir les utiliser. Mais où est-ce qu'on peut retrouver ce kit risque routier? Vous allez pouvoir le retrouver sur le site du PRST Occitanie. Je vous ai mis un lien hypertexte directement sur le support que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez également un QR code qui va vous donner l'accès direct sur la page du PRST risque routier. Et je vous invite à aller tout en bas de la page. Vous allez pouvoir retrouver, je vous ai fait une flèche ici en rouge, vous allez pouvoir retrouver ici la possibilité de pouvoir télécharger complètement ce kit et profiter de ces 9 outils. Je laisse la parole aux personnes suivantes qui vont se présenter leurs actions. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Aubin, chargée d'équipe pluridisciplinaire chez Prévali, service de prévention et de santé au travail à entreprise de Toulouse. Bonjour, je suis Nelly Villanti, ergonome et collègue d'Emmanuel. Enfin les filles. Donc on va vous présenter avec Nelly les missions des services de prévention et de santé au travail. Donc le suivi individuel de la santé des travailleurs, les actions de prévention en entreprise, la traçabilité, la veille sanitaire et les conseils de prévention. Notre mission exclusive, elle consiste à éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène et de sécurité au travail, ainsi que leur état de santé. Le suivi individuel, il est réalisé par des médecins ou des infirmières. Il est adapté à la situation professionnelle et personnelle de chaque travailleur parce qu'il dépend de l'exposition à des risques professionnels, des conditions de travail, de l'âge du salarié, ainsi que de son état de santé. On participe également à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire par le biais d'enquêtes régionales et nationales. L'objectif étant de contribuer à une meilleure connaissance des maladies et de facteurs de risque. Avant que Nelly vous présente les 2 autres missions, voici un focus sur les membres de l'équipe pluridisciplinaire que vous pouvez être amenés à rencontrer, qui peuvent vous conseiller et que vous pouvez également solliciter, bien sûr. Donc, ces équipes pluridisciplinaires, elles sont animées par les médecins du travail. Elles allient compétences médicales et techniques et au besoin, elles peuvent s'appuyer sur des ressources transverses telles que les ergonomes, des toxicologues, des psychologues du travail, assistantes sociales ou encore diététiciennes. Les professionnels de santé, donc les médecins et les infirmières, vont plutôt être sur le volet santé individuelle au travers des visites médicales, en adaptant les visites par rapport au poste de travail. Par exemple, pour un chauffeur poids lourd, les examens sont adaptés de fait de son métier afin de vérifier l'aptitude à la conduite en fonction de l'apparition d'éventuelles pathologies. Les autres professionnels, tels que les techniciens en prévention, eux, ils vont agir sur la partie des actions de prévention, comme par exemple la réalisation ou la mise à jour de votre fiche d'entreprise, des sensibilisations adaptées à des thématiques spécifiques, comme le risque routier, les conduites addictives ou la manutention. Également, ils peuvent aussi intervenir dans le cadre d'une aide aux documents uniques si l'employeur les sollicite. Pour le reste, je vais laisser du coup la parole à Nelly qui va vous présenter les 2 autres missions. Merci Emmanuel, c'était important de revenir sur nos missions, de revenir également sur les membres de l'équipe pluridisciplinaire parce que en tant que participant, vous êtes donc employeur et vous avez à cotiser à un service de prévention en santé au travail. Et souvent, on ne voit ce service que par la visite médicale, alors que l'on peut effectivement vous accompagner sur d'autres champs et notamment sur la démarche de prévention du risque routier de mission. Alors, à l'écran, vous avez effectivement les étapes que chacun d'entre vous, en fonction de votre avancement dans l'évaluation du risque routier, vous pouvez mettre à profit. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que disait Christian tout à l'heure sur l'obligation de sécurité et de résultat. En tout cas, si vous voulez vous y mettre, déjà faites un petit état des lieux, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez justement pu mettre des choses en place et surtout valoriser les choses que vous avez pu mettre en place. Donc, du coup, l'identification et l'analyse du risque routier, ça se fait en fonction de votre activité. Vous avez vu que les 2 entreprises qu'on remercie aujourd'hui, qui ont témoigné, en fait, sont des professionnels de la route. Donc, du coup, c'est leur cœur de métier.
mais vous pouvez également avoir des entreprises dont une partie du personnel se déplace, je pense notamment à des technico-commerciaux, qui, eux, vont sur l'Occitanie ou sur le périmètre national aller se déplacer, alors que le reste de votre entreprise, lui, est plutôt sédentaire. Donc là, il va falloir effectivement essayer de comprendre quel est le risque routier en fonction des différentes unités de travail. Une fois que vous avez fait ce travail-là, il faut mettre en place un plan d'action. Alors, c'est bien joli d'avoir un DU, vous êtes 80% à avoir dire que vous avez un DU et donc vous avez pris en compte le risque routier, mais moi, j'ai vu en tant que professionnel de terrain, beaucoup d'entreprises qui disent effectivement, on a pris en compte et on a évalué, mais le problème, c'est que dans la colonne action, il y a marqué respecter le code de la route. Alors certes, c'est une obligation individuelle du comportement de tous, on doit tous être responsables, on doit tous veiller à partager cette route, mais je pense qu'en tant qu'employeur, ça ne suffit pas trop de dire respecter le code de la route, parce qu'il y a un lien de subordination et vous obligez en quelque sorte votre salarié à se déplacer, donc il faut voir dans quelles conditions. Et le plan d'action doit être vivant, comme ont pu vous témoigner ces deux patrons d'entreprise. Alors après, vous n'allez certainement pas pouvoir faire tout en même temps. Donc du coup, il va y avoir une question de priorisation en fonction de la gravité de la fréquence. Et à nouveau, là, nos techniciens, les ergonomes peuvent vous aider à faire cette évaluation. Évidemment, comme tous ceux qui ont parlé précédemment, il est important d'impliquer tous les partenaires de l'entreprise. Ça passe évidemment par votre engagement en tant que patron, bien sûr, les instances représentatives, quelles qu'elles soient, que ce soit un CSE, que ce soit un CSSCT, que ce soit des DP, n'hésitez pas à les faire contribuer à cette démarche. Et puis aussi, avec des groupes de travail, vous pouvez aller chercher des volontaires, des gens de terrain qui, eux, vont vous ramener effectivement peut-être des choses que vous n'avez pas vues précédemment. Et puis, en retour, une fois que vous avez fait ce travail, soyez transparent, communiquez, dire à vos salariés ce que vous mettez en place pour eux au sein de votre entreprise. Souvent, on a l'impression que c'est fait, mais ça demande un petit peu de temps et je dirais d'y revenir régulièrement. Alors, le management, concrètement, c'est 4 leviers d'action sur le risque routier. Organisation des déplacements, véhicules, communication, conducteurs. Parce qu'il y avait une petite question à un moment donné sur quels étaient ces 4 leviers. Alors, je reviens dans le détail. En ce qui concerne l'organisation des déplacements, vous pouvez vous aider notamment de l'autodiagnostic que vous a présenté Stéphane tout à l'heure dans le kit PRST. Vous pouvez donc utiliser la fiche d'entreprise que votre médecin du travail met à votre disposition pour pouvoir alimenter votre DU. Ça peut vous donner, ça peut vous inspirer, parce que lui, il va aller à l'essentiel. Comme a expliqué tout à l'heure Fabien, vous pouvez également proposer des questionnaires sur le mode de déplacement des trajets maison-travail. Vous n'êtes pas obligé en tant qu'employeur d'aller sur cette évaluation, mais moi je vous la conseille, nous vous la conseillons. Pourquoi? Parce qu'un salarié, même lors du trajet, s'il a un accident et qu'il est absent, il va être absent pour son travail et vous avez tout à gagner là-dessus. Donc essayez de comprendre quelle est votre spécificité en fonction justement de vos déplacements. Est-ce que l'organisation que vous avez mise en place est adaptée? De manière justement à aller voir la réalité de terrain. Moi, en tant qu'ergonome, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez peut-être mis des choses en place, vous avez des process, vous avez des fiches de poste, etc., etc. Mais allez voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, parce que tous les jours, on a à faire face à des problématiques. Tous les jours, ça ne se passe pas comme on voulait. Et donc, du coup, il faut essayer de comprendre ces difficultés que rencontrent vos collaborateurs sur le terrain. Deuxième levier, ce sont les véhicules. Évidemment, si vous avez à changer un parc de véhicules, je pense que vous avez en tête qu'il faut faire un cahier des charges, c'est-à-dire on a besoin de quel type de véhicule. Quelqu'un qui a un petit peu de matériel à transporter, évidemment, il faut avoir un véhicule qui va être adapté à ce transport-là. Ou si vous avez justement des gens qui font beaucoup de kilomètres, essayez d'aller plutôt sur des véhicules à boîte automatique de manière à préserver leur santé. Les communications. Alors ça, les communications, c'est clair. Nous n'avons pas le droit de communiquer, d'avoir un téléphone tenu à main au volant. Le Bluetooth est un peu, je dirais, autorisé, toléré.
Attention toutefois, rappelez-vous que s'il y a un accident avec des conséquences graves, blessures ou mortalité, ben, figurez-vous que les instances qui vont essayer de surveiller ce qui s'est passé vont aller repérer les factures détaillées, les FADET, et voir si c'était justement une communication qui était en lien avec le travail. Pour cela, ben, il faut, pareil, essayer de comprendre quels sont vos besoins en communication. Pourquoi la personne qui se déplace a besoin de communiquer, soit avec le client, soit avec son manager, soit avec la personne qui règle ses tournées. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place un protocole de communication. Là aussi, les services en santé au travail peuvent vous aider à mieux comprendre les besoins en communication. Pour exemple, nous avons accompagné dernièrement un établissement d'HAD, c'est-à-dire d'hospitalisation à domicile. Vous avez des infirmiers, des aides-soignants qui vont donc au domicile des personnes. Et on a essayé de comprendre en quoi ils avaient besoin de discuter. Et comme vous savez, c'est de l'humain, et donc il y avait des appels d'urgence, et on a essayé comme ça de voir à quel moment ils pouvaient, je dirais, répondre à ces appels d'urgence sans être au volant. Ensuite, dernier point, c'est le conducteur. Ben, le conducteur, il a son permis à 18 ans en général. Et après, ben, au fur et à mesure, il vieillit. Moi, je vieillis. Je n'ai pas la même santé que quand j'avais 20 ans. Et du coup, peut-être certaines pathologies qui vont apparaître, il faut que je me pose spontanément la question, est-ce que je suis toujours apte à la conduite? Est-ce que la pathologie que j'ai, est-ce que le traitement médical que j'ai m'autorise encore à conduire? Et du coup, il y a une discussion qui doit se faire soit avec le médecin traitant, soit avec le médecin du travail qui va vous conseiller peut-être d'aller passer une visite médicale auprès de médecins agréés par la préfecture. Ce n'est pas uniquement des questions d'aptitude physique ou mentale, il y a également des compétences et donc de la formation. Et nous, là également, on peut vous aider à faire des séances de sensibilisation et pas de formation pour nous, d'un point de vue individuel ou collectif, en prenant un petit groupe et en les sensibilisant classiquement sur ce qu'on peut avoir, c'est le véhicule, l'environnement, le conducteur et l'organisation et les dangers évidemment du téléphone. Et ça peut être soit en présentiel, soit en distanciel. Donc voilà, j'espère que nous avons pu mieux vous éclairer sur les acteurs sur lesquels vous pouvez compter pour vous aider dans ce management des risques routiers professionnels. Je laisse peut-être Vincent conclure. Je pensais qu'il y avait la dernière slide avec les actions, Nelly. Ah pardon, oui. j'ai été un petit peu vite, excuse-moi. Non, non, c'est très bien. Alors les actions, effectivement, c'était une illustration en image, effectivement. J'étais voilà, vous voyez à l'écran en bas à gauche, vous avez des ateliers, donc ce sont des parcours alcool avec je dirais, des lunettes qui simulent en fait le champ visuel. Également, hein, la préfecture, la maison de la sécurité routière peut vous aider avec les IDSR à justement animer ce type d'atelier au sein de vos entreprises. Là, c'est effectivement une illustration de la sensibilisation dont je parlais vis-à-vis des salariés. Les services en santé au travail en 2017 se sont mobilisés sur toute la région Midi-Pyrénées. Vous en avez peut-être entendu parler à l'époque. C'était une action, un forum qui s'appelait First et qui avait permis de faire sur toute une semaine plein d'actions. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que c'est dans le cadre des journées sécurité routière au travail. Et annuellement, vous nous retrouverez pour vous sensibiliser, je pense, sur cette thématique des risques routiers. Là, maintenant, Vincent, c'est vraiment à toi. Merci. Oui. Très bien. Écoutez, merci à tous pour tous ces témoignages. Du coup, on a eu quelques questions qui ont été posées dans le chat. On va passer à ça le temps que Valérie, voilà, que je vois, nous rejoigne. Je vais juste vous présenter en fait les quelques slides où nous allons retrouver l'ensemble des intervenants du coup qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà, et ensuite, si je reprends le contrôle, ça serait mieux, excusez-moi. Voilà les intervenants. Également, nous avons mis tous les liens utiles. Donc, vous avez le lien sur le PRST qui a déjà été présenté, donc le plan régional santé-travail sur le volet risque routier. Et là, ici, on vous a remis donc, notamment tous les liens sur les chiffres de la sécurité routière, les documents qui vous ont également été présentés tout à l'heure par la CARSAT pour les chiffres nationaux. Et vous avez le lien sur tous les acteurs qui sont intervenus pour voilà,
si vous voulez aller chercher de la documentation complémentaire, ça sera ici. Donc Valérie, en termes de questions, il y en a quelques-unes, notamment sur l'animation, il me semble, des journées. Oui. Alors, moi, j'ai noté 5 questions. Il y a une première question à laquelle Christian Mampouya et Nelly ont répondu, également Monsieur Lefrançois. C'était quels sont les 4 domaines de prévention du risque routier? Bon, on peut toujours vous les rappeler. Donc, c'est l'organisation des déplacements, la gestion et l'entretien des véhicules, la gestion des communications au volant, et enfin la gestion des compétences à la conduite. Donc ce sont ces 4 domaines de prévention. Ensuite, il y avait une question pour Monsieur Lefrançois, mais vous avez répondu aussi en direct. Qui réalise vos stand-up? Je crois que ce sont vos chefs de quai. Absolument, les chefs de quai qui ont été formés à cet exercice un peu périlleux, mais comme c'est un message, pour une fois, descendant, qui n'appelle pas forcément de questions, c'est relativement facile, c'est préparé à l'avance quand même. Voilà, En termes de timing, qu'est-ce que ça représente, s'il vous plaît? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Donc, une fois que tous les conducteurs ont préparé leur tournée et avant de partir, ou même ceux qui sont en retard, à un moment donné, il y a beaucoup de sifflets pour imager le moment M. On se réunit et ça dure 2 minutes. Attention, aujourd'hui, il pleut. Je vous rappelle tel client. Et surtout, n'oubliez pas, quand on descend d'un camion, on s'appuie sur 3 points. Messieurs, bonne journée. Voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Mais comme c'est tous les jours, il y a un message qui est quand même fort à ce niveau-là, quoi. Merci. Merci. Il y avait une question également sur le mot express. J'imagine dans express catalan. Alors, on fait allusion au temps et comment la gestion des temps de livraison sont-ils gérés? Alors, le mot express, donc France Express, Express catalan. Donc oui, nous représentons la marque France Express. Alors, dans le mot express, il ne faut pas lire, je vais faire un peu de provoque, Amazon. Il ne faut pas entendre Amazon. Il faut entendre fret industriel. Beaucoup de B2B, de l'industriel vers l'industriel. Un peu de B2C vers le particulier, mais on fait beaucoup d'industriel. Les 90% de nos livraisons sont faites vers des entreprises. Donc, on a calibré le nombre de chauffeurs en fonction du nombre de livraisons effectuées tous les jours. On tourne à peu près à 25 livraisons par jour. Quand on parle d'Amazon, c'est 100 par jour. Vous voyez, donc on est encore bien attentif à ce que font nos salariés en termes de livraison. On n'est pas là pour les pressuriser. On a calibré le nombre, encore, je répète, de chauffeurs pour que ça soit réalisable dans un temps imparti de 35 heures par semaine. Merci. Ensuite, il y avait une question également encore pour vous sur le village de la prévention routière. Comment s'organise le village de la prévention routière en termes de participation, obligatoire ou facultative, jour de la semaine, et comment est géré les remplacements des conducteurs sur cette journée? Je crois que vous avez en partie répondu aussi, mais vous pouvez nous le rappeler. Bien sûr, non, mais c'est une excellente question. C'est évidemment le casse-tête de cette journée-là, et je comprends qu'Agnès pose la question. Donc, sur la partie administrative et commerciale, puisque j'ai aussi des commerciaux qui se déplacent toute la semaine. Donc, de 9h à midi, c'est toute la partie administrative de l'entreprise et toute la partie manutentionnaire qui participent de façon facultative. Allez, on fait les groupes, donc finalement, ils y passent tous. On y passe tous, puisque moi aussi j'y passe. Donc c'est facultatif parce qu'on n'oublie jamais rien dans l'entreprise, mais comme on a fait une journée sur ce thème-là et qu'on est entouré quand même aussi de nos clients qui participent aussi à cette journée-là, d'institutionnels, d'ailleurs le pôle santé sera là demain, la préfecture sera aussi avec nous, on fait venir aussi pour sensibiliser politiquement nos actions, la mairie de Perpignan, la CCI et les députés du département seront présents pour qu'on leur montre ce qu'on peut faire. Peut-être que des gens de la CARSAT seront là, ils sont de toute façon les bienvenus à tout moment. Et les chauffeurs, pour répondre à la question, puisque ce sont les conducteurs qui font le département 2 fois par jour, ils rentrent tous à midi. Donc de midi à 14h, puisqu'on fait un brunch entre midi et 2, on allie l'utile et l'agréable, on les fait passer tous entre midi et 2, et par groupe, et en même temps, ils participent au cocktail sans alcool, bien sûr, entre midi et 2. Merci pour ces précisions.
Et également, une question pour vous et peut-être pour Monsieur Prieur également. Alors, concernant les chauffeurs, comment vous gérez le fait qu'ils travaillent seuls? Quelles solutions avez-vous mis en place pour gérer les malaises, les agressions ou autres situations? Et avez-vous des dispositifs d'alerte? Laisse la parole à M. Prieur, peut-être un peu, quand même. Moi, je veux bien témoigner là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à amener, même si malheureusement, j'ai été confronté à un malaise d'un conducteur dans un véhicule pendant sa coupure de nuit, en fait. Et aujourd'hui, c'est quand même délicat j'ai pas de solution. Aujourd'hui, j'ai pas mis d'action particulière sur ce point-là, en fait, de mon côté. Et c'est un réel problème, effectivement, je vous confirme. Ouais, je confirme. On n'a pas mis de choses non plus par rapport au malaise. Par contre, dans le document unique, il y a un des risques, le risque agression a été relevé par un conducteur qui a été victime lui-même d'une agression. Donc, on a rappelé, et c'est écrit dans les camions sur un petit document qu'on a collé sur le tableau de bord, on a rappelé les numéros d'urgence, 112, 17, 18, et ainsi de suite. D'une part, et d'autre part, on a essayé de dire, et on l'a écrit dans le document unique, qu'en cas d'agression, il ne fallait pas bouger, quoi. Ça ne servait à rien de se défendre. On a rappelé aussi ça, qui paraît du bon sens, mais ça peut ne pas éviter l'agression. Mais non plus une malaise, on n'a pas appréhendé non plus, c'est vrai. Après, je sais qu'aujourd'hui, moi, il existe des caméras, en fait, si vous voulez, qui analysent, entre guillemets, en temps réel le visage enfin, étudient le visage et le comportement du conducteur en situation. Je pense qu'on l'a peut-être un peu tous dans nos véhicules personnels, hein, où des fois la voiture clignote en disant attention, vous êtes fatigué. Mais ça encore, moi ça me pose un petit peu des problèmes éthiques de filmer à l'intérieur d'une cabine. Parce que un conducteur poids lourd, je vous rappelle que quand même, ils y passent du temps dedans, quoi. Ouais. Personnel, indirectement. Oui. Merci à tous les deux. Et je vois enfin une dernière question d'une personne qui serait intéressée par un exemple de document unique concernant les risques routiers pour des déplacements en VL à la demi-journée. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Pour des déplacements en VL à la demi-journée, c'est-à-dire? En fait, oui, je peux me permettre de répondre sur l'aide à l'élaboration du document unique des risques professionnels. Nous vous conseillons de contacter votre médecin du travail qui a une équipe pluridisciplinaire qui sera, je dirais, à votre disposition pour vous aider et pour vous donner des exemples de DU et pour vous montrer effectivement des trames qui vont vous permettre d'effectuer parce que c'est en fait unique, il vous appartiendra ce document. C'est lié à vos propres activités, à vos unités de travail. Donc, c'est pas la trame est générique, mais ce que vous allez y mettre dedans, ce sera spécifique à vos activités. Donc, moi, je vous conseille de contacter votre médecin du travail. Ouais, je fais juste un témoignage par rapport à ça, au pôle santé. Vraiment, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent là, mais vraiment, tout part de là, hein, pour moi. Je ne fais pas de pub pour le PST, mais je ne suis pas l'avocat non plus du PST, des pôles santé, mais vraiment, tout part de là. Et avec eux, grâce à eux et avec eux, on peut faire plein de choses. Alors, voilà. Vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est autre chose qu'une visite médicale, le PST, quoi. Très bien, écoutez, merci. S'il y a une dernière question, on va la prendre. Sinon, ce que je vous propose, c'est que je vais lancer un sondage de satisfaction du coup sur le webinaire. Donc ça, voilà, vous pouvez répondre au sondage et commencer à réfléchir à éventuellement une dernière question. Pour le moment, il n'y a pas de questions supplémentaires. Le sondage s'affiche. Du coup, j'avance sur, juste pour vous préciser nos prochains rendez-vous. Donc, la prochaine thématique que l'on va traiter, donc, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, le 15 juin.
Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien actif dans le support qui vous sera envoyé pour vous inscrire. Et vous rappelez les dates, donc vous avez entendu PRST. Donc on vient à votre rencontre, donc le plan régional santé-travail. On vient avec voilà, les pilotes, comme vous avez pu les voir aujourd'hui, des actions. Donc la prochaine date, j'étais du coup ce mardi à Mende où on a eu une très belle table ronde sur tout ce qui était attractivité et qualité de vie des conditions de travail. Cette thématique sera également reprise sur FOI et puis on parlera de tout ce qui est risque chimique dans l'aéronautique. Voilà, il y aura 2 focus qui seront faits sur cette date de FOI avec bien évidemment des témoignages d'entreprises qui viennent vous présenter comme aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc on discutera autour de ça. On en apprend toujours beaucoup plus avec ces témoignages. Et également, voilà, on sera présent sur le second semestre en Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées, sur Tarbes. Écoutez, je vous laisse répondre au questionnaire. Et moi, je tiens à remercier voilà, l'ensemble des participants, les entreprises et vous également pour la participation à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci à tous. Merci Vincent. Bonne fin Merci Vincent.